bonsoir à tout le monde. Alors, je suis italienne. Du coup, tout de suite, il ne va pas y avoir Voilà, mon accent est un accent italien, je le dis tout de suite. Et on ne les perd pas. Hein. Ça fait presque 20 ans que je vis ici. Enfin, ces 5 dernières années, un peu moins, parce que j'ai fait des allers-retours tout le temps avec l'Italie. Donc, ça s'est renforcé. Mais même si même si j'étais restée ici, il serait aussi fort parce qu'il fait partie de mon identité et donc on rentre en plan dans les thèmes. Alors, je remercie Thibaut parce qu'en fait, ça a été une très bonne introduction et je vous remercie surtout parce que vous avez dit, voilà, c'était une façon de risquer d'être soi et donc on l'a vu. Et moi aussi, avant de commencer cet exposé, alors j'espère de rester dans les temps. Hein, j'ai tendance, plus je suis fatiguée, plus ça dure. Alors là, vous dites, mais comment se fait-il que plus elle est fatiguée, plus ça dure? Ben parce que plus je suis fatiguée, moins je suis concentrée, plus j'ai tendance voilà, à être lent dans l'explication des différents concepts. Mais justement, ce que je voulais dire, c'est que je suis extrêmement fatiguée ce soir, plus fatiguée que d'habitude. Non, voilà, risquer d'être soi, donc je risque tout d'abord par vous dire les problèmes qu'on va avoir. Je suis fatiguée, je suis rentrée hier soir tard de l'Italie. J'ai passé une semaine assez compliquée parce qu'on a passé toute la semaine sur une loi sur la fin des vies au Parlement. On est un peu en retard en Italie, donc on n'a rien enfin, on essaie tout le temps de récupérer le temps et on n'y arrive jamais. Et aujourd'hui, j'ai dû rattraper des heures de cours à l'université, donc j'ai fait 6 heures de cours, ce qui fait que voilà, j'ai mal à la tête, je commence à bafouiller, voilà, comme ça, c'est dit tout de suite, je risque d'être moi et peut-être je serai plus crédible en essayant de vous expliquer la raison pour laquelle il faut, en dépit de tout, risquer toujours d'être soi. J'ouvre et je ferme une petite parenthèse. Olivier, pour quelle raison vous êtes où là? Je ne vous vois plus. Ah oui, voilà. Les titres de mon livre plus personnel, où je me suis mis effectivement en avant, pas pour montrer à quel point j'étais intelligente, brillante, etc., mais à quel point je suis fragile et je reviens de loin. C'est des livres personnels, donc c'est légère comme un papillon et j'y tiens beaucoup à ces titres, donc c'est les seuls que vous n'avez pas nommés, donc voilà, je les nomme légère comme un papillon. Voilà. Alors, quand j'étais en train d'essayer de réfléchir pour comprendre comment aborder les thèmes du risque d'être soi, je me suis dit que tout d'abord, il fallait peut-être tout simplement commencer par les termes risqués. Qu'est-ce que ça veut dire risqué? Alors, je ne vais pas rester longtemps sur les termes risqués parce qu'ensuite, on va l'aborder par rapport au thème de l'identité personnelle. Mais juste pour rappeler la signification, si on ouvre n'importe quel dictionnaire de la langue française et qu'on essaye de voir quels sont les synonymes du terme risqué, eh ben, on est confronté tout d'abord au fait de s'exposer. Ensuite, on a un autre synonyme, se mettre en péril. Et enfin, on a le terme se compromettre. Et quand j'étais en train d'essayer de réfléchir, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, quel est le lien exact qui existe entre l'effet de risquer et l'effet de s'exposer, pour ensuite me dire, mais oui, bien sûr, à partir du moment où on s'expose, on prend des risques et donc on se met en danger, même si la chose que je voudrais essayer de vous montrer, c'est qu'au fur et à mesure qu'on essaie de se cacher pour ne pas risquer, les résultats qu'on obtient est justement celui de risquer son authenticité et donc de se compromettre. Et donc ce n'est pas vrai qu'en s'exposant on se compromet, mais c'est plutôt vrai le contraire. C'est au fur et à mesure qu'on n'a pas le courage de s'exposer, qu'on a tendance à se compromettre et finalement à risquer son intégrité et finalement à risquer aussi de se trahir. Mais pour essayer de vous montrer tout cela, j'ai structuré mon exposé, ma conférence en 3 parties, très brèves parties. Je vais commencer par une première partie où je vais essayer d'aborder la question d'être soi, que veut dire être soi, en passant par la notion d'identité personnelle et donc en essayant de répondre à la question qui suis-je,
Pas qui suis-je Michela Marzano, mais qui suis-je en tant que personne. Donc c'est un qui suis-je qui concerne chacun d'entre nous. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais essayer d'aborder la question du comment être soi dans un monde, notamment le monde du travail, le monde de l'entreprise, le monde de la banque, où la demande est tout d'abord celle de la performance et de l'excellence, comme si ce n'était que par la performance et l'excellence qu'on pouvait arriver à réussir sa vie et par là même à être heureux. Et enfin, je terminerai avec une troisième partie où j'essaierai de montrer les enjeux pour soi et pour les autres de l'authenticité et donc terminer par répondre à la question, mais finalement, pour quelles raisons faudrait-il risquer d'être soi dans ce monde de performance et d'excellence, et donc pour quelles raisons être soi, être authentique, non seulement vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis des autres. Commençons par la première partie. Que veut dire être soi et donc comment répondre à la question qui suis-je? En sachant que c'est une question qui depuis toujours questionne les philosophes et questionne la philosophie. Si on prend l'histoire de la philosophie, depuis toujours, on a essayé de se poser la question de savoir comment attribuer à un être humain qui change à travers les temps une certaine permanence, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de nous reconnaître comme étant toujours les mêmes, même s'il y a eu les changements et donc les passages du temps. Ce qui veut dire que, du coup, la question de l'identité personnelle est la question que nous nous posons quand nous essayons de répondre à la question « qui suis-je ?» et la question du rapport entre les changements et la permanence. Question qui est à la base même du questionnement philosophique. Si vous repensez au début même de l'histoire de la philosophie, on a deux noms, deux philosophes, chacun desquels ont donné une réponse opposée à la question de savoir qui suis-je, c'est-à-dire d'une part on a Héraclite qui essaie de nous expliquer qu'il n'y a rien qui reste, il n'y a rien de permanent et que tout ne fait que changer. C'est le fameux exemple du fleuve. Dans les fleuves, l'eau ne fait que passer et c'est la même chose pour l'existence de chacun de nous. Il n'y a pas quelque chose qui reste, il n'y a rien de permanent, tout bouge, tout change, tout se transforme. Et d'autre part, la réponse opposée des Parménides, donc on est au temps des présocratiques, je vais y arriver, c'est-à-dire avant même Platon, là où la réponse des Parménides est opposée, c'est-à-dire l'être, par définition, est permanent, et donc s'il y a quelque chose qui change, cela veut dire que ça ne revient pas, ça ne renvoie pas au domaine de l'être. Et puis on a eu les coups de génie de Platon qui a essayé de concilier les deux domaines en disant les changements, ça concerne le paraître, les mondes sensibles, là où la permanence, ça concerne les mondes de l'être. Sauf que, pour revenir à notre question, quand on parle de l'identité personnelle, nous sommes à la fois des êtres caractérisés par une forme de permanence et du paraître caractérisé par les changements. Du coup, la question qui se pose est comment pouvoir à la fois être et ne pas être, paraître et ne pas paraître, et avoir la capacité de nous centrer sur un noyau dur, tout en sachant que le temps qui passe va nous obliger au changement et que les regards des autres ne cessent jamais d'avoir un impact sur nous et ne cessent jamais de nous questionner afin d'obtenir de notre part une sorte d'assujettissement au jugement d'autrui. Or, si je prends la question « qui suis-je » aujourd'hui, parce que je ne vais pas vous faire évidemment un cours d'histoire de la philosophie qui ne va pas du tout nous intéresser, et si on essaie de voir quelles sont les réponses que nous avons, nous nous trouvons un peu déplacés et un peu confondus parce qu'on a trois formes de réponses qui sont très différentes. La toute première réponse est la réponse juridique,
qui est la plus formelle, la plus simple et la moins utile, parce qu'à la réponse qui suis-je, nous répondons avec un document d'identité, avec notre pièce d'identité, et donc nous sommes un certain nombre d'éléments formels. Je suis mon nom, mon prénom, ma date de naissance, je suis tout ce qu'on trouve dans ces documents-là. Sauf que, évidemment, les choses ne sont pas si simples que ça. Prenons mon exemple. Je t'ai présenté tout à l'heure comme étant Michela Marzano. Or, si je prends mes documents d'identité, sur mon document, je suis Maria Marzano. Alors, suis-je Michela ou suis-je Maria? Alors, quelqu'un peut dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter? Eh bien, je suis en train juste de vous raconter celle qui a été un des croix de mon histoire et de ma vie, c'est-à-dire ma mère, n'arrivant pas à avoir d'enfant, avait fait un vœu à la Madone, et donc quand enfant, elle s'est retrouvée enceinte, elle a dit, bon ben voilà, cet enfant va être le fruit du miracle, et donc je vais l'appeler Maria en honneur de la Madone. Ensuite, son désir le plus profond étant celui d'avoir une fille qui s'appelle Michela, ils m'ont toujours appelée Michela, mais sur la pièce d'identité, je suis Maria, et dans la vie de tous les jours, je suis Michela. Et je ne vous raconte pas qu'est-ce que ça veut dire, par ailleurs, être la fille d'un miracle, parce qu'il faut passer sa vie à être à la hauteur des attentes d'une mère qui, ne pouvant pas avoir d'enfant, se retrouve enceinte avec une fille dont le nom ne correspond pas exactement à son désir, mais correspond exactement à ce qu'elle pensait devoir faire, étant donné que j'étais un cadeau du ciel. Bon, je ferme la parenthèse. C'était juste pour vous dire que, effectivement, si on prend un document d'identité, on est censé nous dire qui nous sommes, mais finalement, nous ne sommes pas ou ne sont presque jamais uniquement ce qu'un document d'identité nous dit. Si on prend les cas des personnes adoptées, par exemple, sur les papiers d'identité, ce n'est pas marqué qu'on a été adopté par. Or, bien évidemment, on est toujours enfant de nos parents adoptifs si on a été adopté. Cela n'empêche qu'à partir du moment où nous avons été adoptés, cela veut dire qu'il y a derrière une histoire d'abandon. Ce qui explique toutes les histoires et toute la souffrance de ceux qui sont à la recherche de connaître leurs origines. Vous savez qu'en France, la loi a changé assez récemment. En Italie, on n'a pas encore une loi qui permet d'avoir accès à ses origines. Et tout ça, non pas pour dire que nos origines sont biologiques, mais quand on parle des origines, on parle toujours de notre histoire. En fait, la demande des enfants qui sont à la recherche de leurs origines, ce n'est pas de connaître les noms et les prénoms des parents biologiques, mais c'est l'histoire du pourquoi. Pourquoi j'ai été abandonnée? De quel non-désir suis-je née? Quel autre désir m'a engendré s'il y a eu un désir ou pas? Donc, les documents d'identité disent qui nous sommes, mais disent uniquement une petite partie qui est la partie la plus formelle. Deuxième réponse. Réponse de la psychanalyse. Alors là, on est complètement déplacé parce que, du point de vue psychanalytique, on ne peut pas vraiment définir l'identité personnelle car chacun de nous est un et multiple. Et en particulier, si on prend la réponse de Jacques Lacan, qui est un des plus grands psychanalystes français, bon, ici tout le monde les connaît, quand je suis en Italie, je dois faire une petite introduction pour expliquer qui est Jacques Lacan, mais si on prend Jacques Lacan, parlant de qui nous sommes, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il nous dit quelque chose de pas facile à comprendre, il nous dit « Je ne suis pas là où je pense, et je pense là où je ne suis pas. » Alors, quelqu'un peut dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Évidemment, cette phrase, on peut la comprendre si et seulement si on a en tête ce par rapport à quoi Jacques Lacan dit cette phrase. C'est-à-dire, si Jacques Lacan dit, alors pardon, là je fais comme je fais avec mes étudiants, mais si Jacques Lacan dit, je ne suis pas là où je pense, et je pense là où je ne suis pas, il fait clairement référence au cogito de Descartes. Descartes ayant défini l'être humain comme un être pensant, je suis, je pense, donc je suis. Évidemment, avec Jacques Lacan, on a un renversement. Sauf que ce renversement-là, il nous dit quelque chose d'important. Parce que la définition de Descartes, qui est la définition des départs
qu'on prend lorsqu'il s'agit de répondre à la question qui suis-je, c'est-à-dire je suis un être rationnel, quelqu'un qui pense et qui parle sur la base de ses pensées, eh bien, avec Jacques Lacan, on est complètement déplacé parce que la vérité d'un être n'émerge pas, n'apparaît pas là où je pense, mais apparaît au contraire là où j'arrête de penser. Alors quelqu'un est en train de se dire, bon ben voilà, la raison pour laquelle j'ai jamais démarré une psychanalyse. Et pourtant, il est en train de nous dire aussi quelque chose d'important. Quand il nous dit la vérité d'un être apparaît là où je commence à balbutier. Alors quelqu'un peut dire donc elle est vraiment elle, parce que je n'arrête pas arrêté de balbutier depuis que j'ai commencé à parler. En plus avec mon accent, ça va pas être très facile. Je sais que c'est déroutant les débuts quand je commence à parler, mais au bout d'un moment, on s'habitue à l'accent et on arrive aussi à comprendre ce que je suis en train de dire après l'accent. Mais ce qui nous dit Jacques Lacan, c'est que ce n'est pas à partir du moment où je suis dans les contrôles et dans la rationalité et dans la maîtrise que j'ai dit qui je suis, mais je commence à dire que je suis à partir du moment où je mets entre parenthèses les contrôles et la maîtrise et je permets à quelque chose d'autre d'émerger. Alors évidemment, derrière, il y a toute la question de l'inconscient, mais en même temps, ça nous permet déjà de faire un pas en avant par rapport à une définition formelle et figée qui est la définition juridique. Même si la définition psychanalytique de l'identité personnelle ne nous permet pas vraiment de dire qui nous sommes, mais nous permet par ailleurs de dire au moins qui nous ne sommes pas. L'être humain n'est pas uniquement un être de parole rationnelle. L'être humain est quelque chose de plus ou quelque chose de moins, et notre propre vérité, justement, émerge là où nous commençons à arrêter de contrôler nos paroles, de contrôler nos pensées, et nous laissons aussi quelque chose d'autre s'exprimer. Or, est-ce que la définition de la juridique, la définition psychanalytique et la définition philosophique, c'est celle qui m'intéresse le moins, je l'ai dit en passant. Elle m'intéresse le moins parce que finalement, les problèmes de l'identité personnelle, c'est encore un problème qui est très présent et on n'arrive pas, d'un point de vue philosophique, vraiment à trouver une réponse, sauf la réponse narrative de Ricoeur, sur laquelle je vais revenir vers la fin. Mais si on prend ces différentes définitions, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose qui échappe. Parce que du coup, les questions qui se posent sont, mais s'il est vrai qu'il y a une rationalité qui ne nous permet pas de dire réellement qui nous sommes, parce qu'il y a une partie d'inconscient qui émerge là où j'arrête de penser. Si il est vrai que la fiche d'état civil ne dit presque rien à propos de nous. Si il est vrai que la pensée ne nous permet pas de dire la spécificité de chacun d'entre nous, parce que l'autre critique qu'on peut faire à Descartes, c'est que si je réponds à la question qui suis-je en disant je suis un être pensant, cela vaut pour moi, mais pour chacun d'entre vous, il n'y a rien de notre singularité et de notre spécificité qui émerge. Du coup, qu'est-ce qu'il y a au centre du moi de chacun de nous? Qu'est-ce qu'il y a derrière les rôles que nous jouons dans la vie de tous les jours, qui sont souvent multiples? Tout à l'heure, j'étais présentée avec un certain nombre de titres. Je suis professeur des universités quand je suis avec mes étudiants. Je suis députée du Parlement italien quand je suis en Italie. Je suis écrivaine quand je suis en train d'écrire ou de présenter mes romans. Mais qui suis-je au-delà de tous ces rôles que je peux avoir? Par exemple, qui suis-je quand je suis avec mon mari? Qui suis-je quand je suis avec mes parents? Qui suis-je quand je suis avec mes amis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste et qui est permanent à partir du moment où j'échange des rôles, où je ne suis rien d'autre qu'un tas de rôles différents qui ne font que se multiplier et qui se sommer les uns sur les autres? Et puis, vous savez que le rôle de la philosophie est surtout celui de poser des questions. Vous n'aurez pas énormément de réponses. Vous aurez beaucoup de questions en partant d'ici. Quelle est la place de notre corps dans la définition de notre identité?
Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un très beau film de Greenaway, des eaux, où il y a le personnage principal qui est en train de subir un certain nombre de transformations. Elle a eu un accident, elle a été amputée d'une jambe, elle croise un médecin qui lui propose de se faire amputer aussi de l'autre jambe parce que c'est un passionné des portraits de Vermeer et on a toujours les sentiments en regardant ces portraits qu'il y a une femme sans jambes et qui au bout d'un moment se pose la question de savoir mais jusqu'à quel point puis-je modifier mon corps et rester toujours la même personne. Et le film se termine de façon tragique parce que cette femme, après avoir été amputée aussi de l'autre jambe, ne pouvant plus se reconnaître comme étant la même, finit par se suicider. Donc du coup, on comprend que notre corps aussi joue une place importante. Donc jusqu'à quel point nous pouvons modifier notre corps et rester la même personne qu'avant, mais jusqu'à quel point nous pouvons accepter de ne pas les modifier et donc accepter par exemple nous les femmes avec le temps qui passe, les traces du temps qui signent notre propre corps et qui donc nous changent et qui changent les regards que les autres portent sur nous. Donc jusqu'à quel point nous pouvons accepter les signes du temps qui passe en sachant que c'est par les biais du temps qui passe que notre histoire évolue et que nous sommes toujours les mêmes personnes enrichies par le temps qui a passé. Et puis, quelle est la place des relations que nous entretenons? Parce que tout à l'heure, je disais quelle est la place des rôles. Mais jouer un rôle ne veut pas dire entretenir une relation. Et quand je dis quelle est la place que les relations vont avoir dans la constitution de notre identité, je fais tout d'abord référence aux premières relations que nous entretenons. Par exemple, avec nos parents. Quelle place va avoir les regards que nos parents ont posés sur nous quand nous étions petits et nous ne savions pas encore qui nous étions et que nous avons eu tendance parfois à nous conformer à leurs attentes avant même de pouvoir nous poser la question de savoir quel était notre désir. Donc, quelle est la place du regard des autres? Quelle est la place des relations que nous avons entretenues et que nous continuons à entretenir, par exemple avec l'homme que nous aimons ou la femme que nous aimons, et du coup les regards que cet homme ou cette femme peuvent porter sur nous? Est-ce qu'il s'agit d'un regard qui a tendance à nous accepter avec nos fractures, avec nos fragilités, avec notre faille, ou est-ce qu'il s'agit d'un regard jugeant qui nous demande d'être à la hauteur de ces attentes-là en effaçant une partie de nous? Et donc, quelle est la place de notre propre histoire personnelle dans la définition de notre identité? Est-ce que nous pouvons faire comme si nous n'avions pas vécu notre histoire à partir du moment où nous commençons à jouer un certain rôle? Est-ce que nous pouvons vraiment faire semblant que? Est-ce que nous pouvons vraiment faire comme si? Est-ce que nous pouvons vraiment rester nous-mêmes en faisant comme si nous n'avions pas vécu un certain nombre de choses? En sachant que je est un autre. Je est un autre, c'est une phrase qui est très célèbre. Qui a écrit je est un autre? Rimbaud, merci. Rimbaud, qui écrit « Je est un autre » et qui du coup, tout en étant cette fois non pas un philosophe mais un écrivain, touche le cœur même du problème. Parce que nous ne sommes pas simplement une somme d'informations formelles. Nous avons tendance à évoluer dans l'espace et dans le temps. Nous sommes parfois façonnés par les regards des autres. Notre rôle joue un rôle, enfin, nos rôles différents ont tendance parfois à nous faire oublier qui nous sommes, mais au-delà de tout ça, il n'y a pas une unité du moi, parce que chacun de nous est à la fois un, 100 000 et personne, parce que chacun de nous a à l'intérieur de soi une altérité. Quand Rimbaud dit « je est un autre », il n'est pas en train de dire que le « je » ne peut pas être dit ou prononcé. Il est juste en train de dire qu'à chaque fois que je dis « je » n'est pas monolithique.
À chaque fois que j'ai dit je, qui dit je quand je dis je? Pardon, ça peut paraître un jeu, cette fois J-E-U-X, mais en fait, c'est la multiplicité des lettres qui émerge à chaque fois que je dis je. Et si nous ne partons pas de là, nous n'arriverons jamais à écouter les autres avec qui nous travaillons, les autres avec qui nous allons entretenir des relations, parce que l'autre en tant qu'autre ne peut pas être entendu tant que nous n'acceptons pas la partie d'altérité que nous avons en nous. Pour quelle raison l'autre a tendance à nous faire peur? L'autre a tendance à nous faire peur parce qu'il nous oblige à regarder la partie d'altérité que nous avons en nous, les concepts d'inquiétant, qui a été tant travaillé par Freud, l'autre grand psychanalyste et le père de la psychanalyse. Si nous avons peur des autres, c'est parce que l'altérité des autres nous renvoie à notre propre altérité. Et si nous avons du mal à composer avec l'altérité d'autrui, c'est parce que nous n'acceptons pas la partie d'altérité que nous avons en nous. Donc, les points de départ pour pouvoir risquer d'être soi et accepter la partie d'altérité que nous avons en nous, c'est-à-dire le jeu est un autre, énoncé par Rimbaud, mais derrière laquelle phrase il y a toutes les questions que j'ai essayé de vous poser et de formuler. En sachant que s'il y a quelque chose qui peut unifier je, au-delà des altérités, il s'agit du désir. Dommage que les désirs, en tant que désir, soient opaques et que personne de nous ne puisse savoir exactement ce qu'il désire et qu'ils doivent donc faire les comptes avec l'opacité de son propre désir qui fait barrage à son jeu. Donc, non seulement il y a une difficulté à repérer l'unité du jeu, parce qu'il y a toujours l'altérité à l'intérieur du jeu, mais il y a aussi une difficulté parce que lorsque je dis je, il y a l'opacité du désir qui fait barrage à la compréhension de ce vers quoi nous voulons réellement aller. Bon, je pense que je ne vais jamais plus être invitée, j'ai compris, mais ce n'est pas grave. Non, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous m'interrompez. Hein. Parce que je suis aussi obligée de synthétiser énormément et donc il y a aussi des ellipses. Mais je suis sûre que les ellipses, vous allez pouvoir les... Comment dire? Vous pouvez mettre, vous, toute seule, les passages intermédiaires entre un passage et l'autre. Alors, deuxième partie. Parce que ça, c'était pour essayer de définir les jeux dans toute sa complexité, pour essayer de vous dire finalement que lorsque j'essaie de répondre à la question qui suis-je, soit je réponds de façon très simple. Je m'appelle Michela Marzano, je suis professeure des universités, mais aussi députée, mais aussi écrivain, mais aussi femme de Jacques, mais aussi femme qui n'a pas pu avoir des enfants et qui du coup souffre du vide qui caractérise cette absence, etc. Donc soit je me limite, même si là je suis allée un peu au-delà de la simple définition formelle, soit je suis consciente du fait que n'importe quelle chose je suis en train de dire de moi n'est que partielle. Et que moi évolue au fur et à mesure que mon désir évolue, en sachant qu'il y a toujours une partie de ces désirs-là qui continuera à m'échapper. Donc, qui suis-je reste une question pour laquelle il n'y a pas une réponse simple et pour laquelle peut-être il n'y a pas de réponse. Parce que toute réponse que je peux donner à la question qui suis-je est une réponse partielle. Soit elle est formelle, soit elle ne fait que se rapporter à un certain nombre de rôles, soit elle renvoie à un désir qui reste opaque, soit elle renvoie à mon histoire que je ne connais pas jusqu'au bout parce qu'il y a toujours une partie de mon histoire qui restera secrète parce que je n'ai pas accès au désir de mes parents, etc. Du coup, si je ne peux pas répondre à la question qui suis-je jusqu'au bout, pour quelle raison je devrais risquer d'être moi-même dans un monde qui est caractérisé par les paraîtres et qui ne fait que demander
à tout le monde, et pas uniquement à qui travaille dans une entreprise ou dans une banque, de se conformer aux attentes des autres, parce que c'est ça les problèmes. Les injonctions que nous recevons tout le temps, ce sont des injonctions qui nous poussent à paraître indépendamment de ce que nous sommes, qui nous poussent à être à la hauteur des attentes des autres et qui nous poussent par ailleurs à être excellents et performants dans un monde qui croit que ce n'est que par les biais de la performance et de l'excellence qu'on peut arriver à réussir sa vie. Or, j'ouvre et je ferme une parenthèse. Est-ce que vous connaissez, sans doute pas, c'est une question rhétorique, enfin, ou peut-être vous la connaissez et vous allez me bluffer complètement. Mais je voulais dire, est-ce que vous connaissez ce que Georges Canguilhem, qui était à la fois un grand philosophe et un médecin, a dit à propos de la réussite? Peut-être pas. Canguilhem, en parlant de la réussite, là où par réussite, évidemment, j'entends la réussite sociale, celle que tout le monde essaye d'attendre, comme si c'était le Saint Graal. Eh bien, il dit, la plupart du temps, derrière une réussite, se cache un échec existentiel. Et c'est parfois à partir du moment où on renonce à la réussite sociale qu'on peut déjouer les problèmes dans lesquels on se retrouve lorsqu'on se trouve en échec par rapport à soi-même. Mais je ferme la parenthèse parce que c'est quelque chose que je vais reprendre à la fin. Revenons donc à la question comment être soi dans un monde qui nous demande de paraître et de passer notre temps à nous conformer aux attentes des autres. En sachant que les risques que nous prenons à partir du moment où nous acceptons d'être nous n'est pas tellement les risques d'une définition, parce que comme je viens de vous expliquer, la définition du soi est presque impossible. Mais le véritable risque que nous prenons est celui de montrer nos fractures, et celui de montrer nos fragilités, et celui de montrer cette partie qui est considérée comme étant la plus dangereuse parce qu'elle n'est pas fermée à l'intérieur à l'intérieur de la cage du paraître professionnel et du paraître aussi existentiel. En sachant que, évidemment, étant donné que la performance est présentée comme étant la voie pour la perfection est présentée comme la voie pour les succès, et les succès est présenté comme la voie pour le bonheur, il va être extrêmement difficile de renoncer au bonheur et donc à la perfection et donc à la performance pour montrer ses fragilités. Donc, comment faire pour pouvoir les faire? Alors, peut-être tout d'abord en essayant de vous montrer que derrière l'idée que les bonheurs seraient liés au succès, il y a un des plus grands mensonges contemporains. Et pour faire cela, il faut que je fasse un petit pas en arrière. C'est-à-dire essayer de vous montrer comment toute cette logique de l'excellence, de la performance, du succès, n'est rien d'autre que les résultats d'une très grande révolution importante, très importante non seulement du point de vue philosophique, mais aussi du point de vue existentiel, c'est-à-dire la révolution de l'autonomie et donc la mise en place du rêve libéral de l'autonomie. Alors évidemment, je considère que l'autonomie personnelle est effectivement une valeur sur laquelle il faut s'appuyer. Mais encore faudrait-il que la perfection, la performance et l'excellence soient des façons d'affirmer son autonomie. Parce que comme j'essaierai de vous montrer, il y a eu un tel glissement sémantique et conceptuel que le rêve libéral de l'autonomie est devenu l'échec contemporain de l'autosatisfaction qui cache et qui efface toute forme d'autonomie. Commençons par relire un passage de Isaiah Berlin qui en 1969, même si évidemment ce n'est pas Isaiah Berlin qui a introduit les concepts d'autonomie, c'est plutôt Immanuel Kant, mais on ne va pas refaire l'histoire du concept d'autonomie, donc on va partir par Isaiah Berlin qui en 1969 écrit, et je vais vous citer quelques lignes pour expliquer les rêves libéraux de l'autonomie.
Par-dessus tout, je désire, pardon, je recommence. Par-dessus tout, je désire me concevoir comme un être pensant, voulant, agissant, assumant la responsabilité de mes choix et capable de les justifier en m'appuyant sur ma propre vision des choses. Fin de la citation. Qu'est-ce qui est en train de nous dire Isaiah Berlin et pour quelle raison est si importante du coup la notion d'autonomie? Parce que par les biais de l'autonomie, chacun de nous, à différence du passé où on était dans une société hétéronome, où donc était quelqu'un d'autre qui essayait de nous expliquer ce qu'il fallait faire, penser, désirer et vouloir, pour le dire dans des termes que vous comprenez peut-être mieux parce que ce sont les termes du langage d'entreprise, les paternalismes, où il y avait quelqu'un qui était censé nous expliquer qu'est-ce qu'il fallait désirer, qu'est-ce qu'il fallait vouloir. Avec l'affirmation de l'autonomie, chacun de nous est censé pouvoir construire son propre projet de vie. Chacun de nous est censé pouvoir exprimer ses valeurs. Chacun de nous est censé pouvoir construire son propre projet de vie. C'est cela qui veut dire Isaiah Berlin en disant « Je désire par-dessus tout me concevoir comme un être pensant, capable donc de réfléchir, voulant, capable de vouloir, il ne s'agit pas uniquement de penser mais aussi de vouloir, d'agir, l'action étant une conséquence de ses pensées et de son vouloir, mais capable aussi d'assumer la responsabilité de ses choix. » Et vous savez par ailleurs que la question de la responsabilité est la clé de voûte de toute philosophie morale. Nous pouvons être considérés comme étant responsables de nos choix, justement parce que nous sommes considérés comme étant capables de réfléchir et de vouloir ce que nous sommes en train de faire, et donc aussi des conséquences de nos choix. Donc, au centre du rêve libéral d'autonomie, il y a l'idée que chacun de nous, par les biais de la rationalité, est censé pouvoir construire sa propre vie. Et donc est censé pouvoir aussi s'autodéterminer et donc est censé aussi pouvoir déterminer ses actions et en assumer les responsabilités. Or, qu'est-ce qui s'est passé progressivement et pour quelle raison on a vidé d'essence cette notion d'autonomie et par les biais de la performance et de l'excellence, on se retrouve dans une situation où on n'est plus réellement autonome. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un glissement du domaine du faire au domaine des lettres. Si on reprend ce qui nous dit Isaiah Berlin dans cette phrase, et on les répète, donc je me répète encore une fois, chacun de nous doit pouvoir se concevoir comme un être pensant, voulant, agissant, assumant la responsabilité de ses choix et capable de les justifier en s'appuyant sur sa propre vision des choses. On comprend bien qu'il est en train de nous dire que nous sommes responsables de ce que nous faisons. C'est par les biais de l'action que nous arrivons à affirmer notre autonomie. Or, ce qui s'est passé peu à peu, c'est qu'on est passé du domaine du faire au domaine des lettres. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous dit de plus en plus que pour pouvoir être autonome, nous ne devons pas uniquement être responsables de ce que nous faisons, mais nous sommes aussi responsables de ce que nous sommes. Alors, voyons comment progressivement on y est arrivé. Tout d'abord par les glissements de la notion des compétences. Ça, c'est une notion que vous connaissez même mieux que moi. Les compétences personnelles. Jadis, la compétence ça concernait les domaines du savoir-faire. D'ailleurs, on pouvait évoluer. On évoluait dans son savoir-faire. On pouvait apprendre à faire et on pouvait évoluer. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça qui est pris en considération. On s'en fout de ce qu'on va pouvoir faire. La compétence concerne surtout le savoir-être. C'est au niveau du savoir-être qu'il faut évoluer. C'est au niveau du savoir-faire, c'est au niveau du savoir-être qu'il faut s'assumer. Donc la demande que nous recevons tout le temps,
n'est pas celle d'être et de faire, mais celle de savoir être et par ces biais-là montrer de quoi nous sommes capables. D'ailleurs, on parle de plus en plus de gestion, mais non pas gestion de ses affaires, de ses ressources, on parle de plus en plus de gestion des ressources humaines, par exemple. Or, qu'est-ce que c'est une ressource humaine? Qu'est-ce que c'est? D'un point de vue linguistique, la ressource humaine, c'est un oxymore. Et pourquoi c'est un oxymore? Un oxymore, c'est quand on dit tout et son contraire. C'est parce qu'en principe, tout ce qui relève d'une ressource, c'est quelque chose que je peux utiliser, que je peux épuiser, que je peux employer et que je peux même détruire. Là où, ce qui relève de l'humain, par définition, en principe, ne devrait pas être utilisé, employé, exploité et détruit. Et là, on revient à la définition kantienne entre les choses et les personnes. Une chose, par définition, est objet des droits. Une chose, par définition, a un prix. Là où les personnes, à différence des choses, nous explique Kant, n'ont jamais des prix, mais ont toujours une dignité. Or, qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a jamais un prix et on a toujours une dignité? La chose que cela veut dire, c'est que, justement, à différence des choses qui peuvent être utilisées, exploitées et même détruites, en principe, un être humain ne peut pas l'être car il y a une valeur intrinsèque qu'on appelle dignité, qui est censée nous empêcher de traiter une personne comme étant une chose. Or, à partir du moment où on devient directeur des ressources humaines, par là même, on est poussé à traiter les êtres humains comme étant des choses. Même d'un point de vue linguistique, il y a ces glissements-là. Or, évidemment, on les fait sans se poser aucun problème, mais à partir du moment où l'être humain n'est plus qu'une ressource, évidemment, pour quelle raison faudrait-il encore le respecter, étant donné qu'il s'agit d'une ressource, et comme chaque ressource, il peut être exploité. Alors, quelqu'un peut dire, mais il s'agit toujours de l'autre. Sauf qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose à l'autre, on les fait aussi à soi-même parce qu'on ne peut plus demander un respect si on n'est plus capable de respecter quelqu'un. Mais là encore, pour quelle raison il faut insister sur le fait que le respect est lié à la dignité et non pas au faire? Si on parle aujourd'hui avec les jeunes, on entend souvent, enfin, et pas qu'avec les jeunes d'ailleurs, on entend souvent dire que le respect est lié à comment on a tendance à se comporter. Je te respecte si tu me respectes, disaient les jeunes. Or, le problème, c'est que le respect n'est pas l'estime. Je peux estimer plus ou moins quelqu'un sur la base de ce que l'autre fait, mais le respect ne dépend jamais de ce que l'autre fait. Le respect est dû à l'être humain. Et si on perd de vue le fait que le respect est dû à l'être humain, on n'arrive plus à reconnaître l'autre comme étant semblable et du coup on n'arrive pas non plus à se considérer comme étant digne de respect parce qu'on glisse automatiquement dans un domaine où tout devient chose. Et si aujourd'hui je ne respecte pas quelqu'un parce que je considère que le respect est lié uniquement à sa façon d'agir, demain, ce sera moi qui ne va pas être respecté parce que je n'ai pas été capable de montrer à l'autre que le respect est indépendant de l'action et qu'à la limite, on peut parler d'estime, mais pas de respect, le respect étant dû. Parce que sinon, on ne peut pas à la fois prétendre être respecté et ne pas respecté sur la base de l'être et non pas du faire. Pourtant, aujourd'hui, après avoir parlé des ressources humaines, on a fait un pas ultérieur. Parce qu'il ne s'agit plus uniquement de gérer des ressources humaines, c'est-à-dire les autres, mais de se gérer aussi. Et donc, il y a eu une réification progressive de soi-même. Il faut pouvoir gérer son corps et donc son paraître. Il faut pouvoir gérer son stress et donc sa psyché. Il faut pouvoir gérer son langage. Il faut pouvoir gérer ses émotions. Il faut pouvoir gérer ses relations personnelles.
Il faut être capable aussi de gérer ces conflits. Alors, quel est le problème dans tout ça? Parce que, évidemment, vous allez entendre tout ça tout au long de vos journées. Sauf qu'à force de tout gérer, il y a justement quelque chose de soi qui s'épuise, quelque chose de soi qui passe à la trappe, quelque chose de soi qui est trahi dans la relation à soi, mais aussi avec les autres. Alors, derrière, il y a l'idée qu'il peut y avoir un contrôle de soi, parce que si je suis capable de gérer mon corps, mon langage, mon stress, mes émotions, mes conflits et mes relations, il y a derrière l'idée que tout peut être soumis au contrôle. D'ailleurs, c'est la question des rêves de la toute-puissance, les rêves du vouloir, c'est pouvoir. Vous vous souvenez pendant la campagne présidentielle de Sarkozy, quand il disait « Ensemble, tout est possible ». Alors, on s'est rendu compte que non seulement tout n'était pas possible, mais que l'ensemble même, petit à petit, s'était brisé. D'ailleurs, les résultats d'hier, ils ne sont pas brillants. Alors vous dites, mais ce n'est pas les résultats du quinquennat de Sarkozy. Non, bien sûr, c'est les résultats du quinquennat d'Hollande, qui était lui-même les résultats du quinquennat de Sarkozy. Parce qu'après, tout ce que nous sommes en train de recueillir aujourd'hui en termes de vivre ensemble est toujours les résultats des 15, 20 et 30 dernières années. Donc après, on ne peut pas être étonné du fait qu'on se retrouve avec un deuxième... Enfin, moi, je le suis encore, mais un deuxième tour avec, d'une part, Marine Le Pen et d'autre part... je bute sur son nom. Macron. Ben, c'était confondant son discours d'hier soir. Hein. Enfin, je ne sais pas combien d'entre vous l'ont voté. Je respecte votre choix. Mais en tout cas, à l'entendre hier soir, c'est la première chose que j'ai entendue en rentrant en France. Je me suis dit, eh ben, bienvenue à la maison. Hein. Alors, il suffit. Alors, on avait déjà quelqu'un de semblable en Italie. Il n'a pas vraiment réussi. Hein, parce que, alors, pardon, là, j'ouvre une parenthèse politique. Hein, mais Macron, c'est une sorte de photocopie de Renzi. Et Renzi s'est trompé sur toute la ligne. Donc, voilà, on va s'attendre à un quinquennat qui ne va faire qu'empirer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Voilà. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Mais j'étais en train de dire les mythes du volontarisme, ensemble tout est possible, il suffit de vouloir pour pouvoir. C'est les pièges dans lesquels on s'est retrouvé, dans lesquels on se trouve encore aujourd'hui. Parce que, au nom de l'autonomie, on nous a expliqué qu'il fallait essayer de mener sa propre bataille et de réaliser son propre rêve et son propre projet. Sauf que petit à petit, son propre projet a été construit par l'extérieur, par quelqu'un qui était en train de nous expliquer qu'il suffisait de vouloir pour pouvoir, pour ensuite se retrouver face à l'échec du pouvoir, qui a été renvoyé à l'échec du vouloir, là où évidemment il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. C'est la réalité qui fait écran au pouvoir, qui fait écran et qui fait barrage au vouloir. Alors, quel est le résultat du mythe du volontarisme? Le résultat, c'est la culpabilisation de chacun d'entre nous. Si tu n'as pas été capable d'arriver au résultat que tu voulais, c'est parce que tu n'as pas suffisamment voulu. Là où, justement, il y a tout ce qui échappe au contrôle. Il y a tout ce qui échappe au vouloir. On peut contrôler son corps tant qu'on veut. On n'arrivera jamais à les contrôler complètement. C'est les rêves ou les cauchemars des gens qui ont comme symptôme l'anorexie. Tout à l'heure, on parlait des légères comme un papillon. C'est un symptôme que je connais de l'intérieur. S'il y a quelqu'un qui a cru fort comme du fer qu'il suffisait de vouloir pour pouvoir, ça a été moi. Et s'il y a quelqu'un qui, d'un point de vue extérieur, a été souvent les résultats de la réussite, c'est pour ça que je me suis permise de citer Canguilhem, c'était justement moi. Enfin, moi, j'ai fait l'école normale supérieure, j'étais toujours la première de la classe, j'ai toujours réussi tous mes concours pour ensuite aller me cracher contre les murs de la réalité. Parce que non, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. La réalité fait toujours barrage. Et les corps résistent au contrôle parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui est la faim. Avoir faim, on ne peut pas l'éliminer. Et au fur et à mesure qu'on refuse la nourriture en se répétant qu'on ne dépend de rien et des personnes, plus le temps passe, plus on se rend compte qu'on dépend de tout. Et on doit faire les comptes avec ce qui reste.
et ce qui résiste au contrôle. Ensuite, l'autre. On a beau se répéter que l'autre peut être contrôlé. L'autre, par définition, échappe. Plus j'essaie de contrôler la relation avec l'autre, plus l'autre a tendance à s'échapper. Si j'ai essayé de construire une relation amoureuse avec quelqu'un et j'avais tendance à les contrôler, je les perdrais avant même de pouvoir commencer la relation. Alors, quelqu'un peut dire, oui, mais ça, c'est au niveau intersubjectif dans des relations d'amour ou dans des relations d'amitié. C'est complètement différent dans les milieux du travail. Non. Si j'essaie d'exercer mon contrôle sur l'autre, apparemment, je pourrais gérer cette relation. Mais de facto, l'autre ne ferait qu'échapper. Parce que l'autre ne ferait que montrer son paraître, son être étant ailleurs. Et au bout d'un moment, il y aurait un rapport impossible entre deux paraîtres qui ne font que mentir et qui ne font que trahir l'autre en se trahissant soi-même. D'ailleurs, si on prend un des best-sellers du développement personnel, qu'est-ce qu'on lit ? On lit quelque chose qui ressemble énormément à la citation de tout à l'heure d'Isaiah Berlin, mais qui montre comment les glissements dont je vous parlais, les glissements du faire à l'être, a construit pour chacun de nous une cage. Alors, ce livre a été publié en 2001, mais on continue à l'acheter, les lire. Alors, j'espère que ça ne va pas être le cas tout à l'heure. Il est où là? Pardon. Non, pas vous, Olivier. Il s'appelle? La personne qui a présenté, votre collègue, pardon, votre partenaire, voilà. Alors, j'espère que vous n'utilisez pas dans vos cours de coaching The Secret to Get Everything You Want, c'est-à-dire les secrets pour obtenir tout ce que tu veux. Parce qu'évidemment, c'est un ouvrage où on essaie de montrer comment on arrive à obtenir tout ce qu'on veut, mais de facto, après, on se retrouve complètement dans les pièges. Et je vais vous lire cette phrase. Vous devez reconnaître que vous seul, vous êtes responsable de la vie que vous vous êtes fait. Votre état de santé, vos finances, votre vie amoureuse, votre vie professionnelle, tout cela est votre œuvre et celle de personne d'autre. Fin de la citation. Alors, pour quelle raison je l'ai mis en lien à la citation d'Isaiah Berlin? Parce qu'elle est semblable. On va la reprendre. Par-dessous tout, je désire me concevoir comme un être pensant, voulant, agissant, assumant la responsabilité de mes choix et capable de les justifier en m'appuyant sur ma propre vision des choses. Donc, il est question de responsabilité. Évidemment, nous sommes responsables. Évidemment, nous devons répondre de nos actions et parfois même des conséquences de nos actions. Mais c'est une chose, répondre de nos actions et des conséquences de nos actions, ce n'est une autre, être responsable de ce que nous sommes. Comme dit l'auteur de ce livre, vous devez reconnaître que vous seul, vous êtes responsable de la vie que vous êtes fait. Votre état de santé, vos finances, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, etc. Là, le glissement du domaine du faire au domaine de l'être est évident. Sauf que tout ça se produit facilement à partir du moment où on utilise les langages de la gestion, où on utilise les langages des ressources humaines, parce que si tout devient chose, tout devient réalisable, si je peux obtenir tout ce que je veux, le passage est très facile entre la responsabilité en ce que je fais et la responsabilité de ce que je suis. Quel est alors le dernier passage de ces glissements progressifs? Le dernier passage est l'effet de vider complètement d'essence la notion d'autonomie. On était parti par l'autonomie, ce qui me permet d'affirmer mon propre projet, une autonomie qui se traduit par l'auto-affirmation, l'auto-affirmation qui se traduit par les vouloirs qui devraient pouvoir amener au pouvoir, et avec quoi on se retrouve?
avec une autonomie qui n'est plus là, parce que de facto, on ne fait que se soumettre à ce que les autres nous disent de faire. Ce que Étienne de la Boétie avait déjà appelé il y a très longtemps la servitude volontaire. Et ce que Diderot avait mis en scène avec Jacques le Fataliste. C'est-à-dire, le problème dans lequel nous sommes, c'est qu'à force de nous expliquer que c'est le paraître qui doit primer, que c'est l'auto-affirmation qui doit être mise en œuvre tout le temps, que c'est le vouloir qui doit pouvoir entraîner le pouvoir, et qu'à aucun moment il faut pouvoir montrer nos faiblesses et nos fragilités, finalement, nous ne faisons que réaliser ce qu'on demande de nous. C'est-à-dire le fait de nous assumer la responsabilité de tout, y compris les échecs existentiels. Existentiaux peut-être, il faut dire, je ne sais plus, peu importe. C'est-à-dire, il n'y a pas uniquement une assumption des responsabilités par rapport à ce que nous faisons, mais de plus en plus une assumption des responsabilités par rapport à ce que nous sommes et surtout par rapport à ce que nous ne sommes pas. Et là, je reviens à Jacques Lacan. Quand Jacques Lacan essaie de dire « je suis là où je ne pense pas et je pense là où je ne suis pas », il est en train de dire que chacun de nous, avant même d'être caractérisé par ce qu'il est et par ce qu'il a, est caractérisé par ce qu'il n'a pas et par ce qu'il n'est pas. Et ce n'est qu'à partir du moment où nous assumons les faits que nous ne sommes pas tout et que nous n'avons pas tout, parce que c'est ça ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous ne sommes pas et ce que nous n'avons pas, que nous pouvons, après, arriver à ne pas trahir les rêves qui nous poussent à obtenir ce que nous n'avons pas et ce que nous ne sommes pas. Si nous avions tout et nous étions tout, il n'y aurait même pas la possibilité du désir. Le désir étant ce qui surgit à partir du moment où je touche mon manque. Donc le désir naît à partir de tout ce que je ne suis pas et tout ce que je n'ai pas, mais en même temps, il ne peut être là qu'à partir du moment où j'accepte aussi le fait de ne jamais tout avoir et de ne jamais tout devenir. Or, c'est ça qui définit ce que nous sommes. Tout d'abord, nos failles. Tout d'abord, nos fractures. Tout d'abord, nos faiblesses. Du coup, conclusion, troisième partie en guise de conclusion. J'avais dit les enjeux de l'authenticité, c'est-à-dire les enjeux du risque d'être soi vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Vis-à-vis de soi, on l'a vu. Quels sont les enjeux? L'enjeu principal étant la possibilité de ne pas se trahir. Alors, quelqu'un peut dire, mais quel est le problème de se trahir? Le problème de se trahir, c'est qu'à force de se trahir, on n'arrive même plus à se reconnaître devant un miroir. On n'arrive pas à se regarder parce qu'on voit tout ce qu'on a dit et qui ne correspondait pas à ce qu'on aurait voulu dire. Et à force de se trahir et de trahir, parce que les deux choses vont souvent ensemble, on n'arrive même plus à imaginer la possibilité même de l'authenticité. Parce que à force d'être cantonné dans les paraîtres, dans les mondes professionnels, au bout d'un moment, on n'arrive même plus à assumer son être à l'intérieur de sa sphère intime. Et donc, c'est comme un boomerang. J'essaye de ne pas être celle ou celui que je suis parce qu'il faut que je paraisse autre, mais au bout d'un moment, je ne suis même plus capable de reconnaître mes propres désirs et de pouvoir construire une relation authentique à l'intérieur même de ma sphère privée. Et ensuite, vis-à-vis les enjeux vis-à-vis des autres, c'est ce qu'on est en train de constater, c'est-à-dire une société caractérisée par la défiance. Une société dans laquelle on ne peut pas construire un travail ensemble parce qu'on n'arrête pas de se méfier des autres, parce qu'on passe son temps à dire, étant donné que je suis en train de cacher
la partie la plus importante de moi, c'est fort probablement ce que les autres aussi sont en train de faire. Et donc, il y a un climat de méfiance, voire même de défiance, qui fait que la confiance ne peut pas être là. Et sans confiance, on n'a pas la possibilité de construire quelque chose. Et donc, même les projets qu'on peut avoir en commun, ce sont des projets qui se dégonflent parce que justement, il n'y a pas cette confiance-là qui est en train de soutenir ces projets communs.